Bonjour et bienvenue sur Agomius. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le vif du sujet, nous allons créer vraiment notre base de données, et pour cela, nous aurons besoin d'un système de gestion de base de données relationnelle. Je vous propose dans cette vidéo d'installer MySQL et de commencer à voir comment fonctionne cette installation et comment vérifier que cette installation s'est bien passée. Dans les précédentes vidéos, je vous rappelle qu'on était passé par toute une partie analyse, on était parti des interviews, des documents internes de l'entreprise, on avait sorti les informations utiles, on avait monté un modèle conceptuel de données, puis on avait passé un modèle logique de données en supprimant les associations, et enfin on était arrivé à un modèle physique, et je vous avais dit que le modèle physique était proche finalement de ce que nous allions écrire en SQL. Alors qu'est-ce que le SQL au final? Eh bien le SQL est un langage de programmation. Les lettres SQL veulent dire Structured Query Language, donc c'est un langage de requêtage structuré. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un langage au niveau de la base de données? Eh bien exactement pour le même principe que lorsqu'on a besoin d'un langage pour n'importe quel style de programmation. Le langage, c'est ce qui va nous permettre de nous faire comprendre par la machine. Donc c'est d'avoir une syntaxe bien définie, une grammaire bien établie, pour que l'ordinateur puisse nous comprendre. Pourquoi passer par le SQL? Eh bien le SQL en fait est un langage qui s'est imposé sur plusieurs bases de données relationnelles. Je pense notamment à MySQL, mais il y a aussi les bases de données Oracle, les bases de données DB2, les bases de données SQL Server du côté Microsoft. Et toutes ces bases de données, en fait, s'appuient sur le langage SQL. Ce qui fait que si vous passez d'une base de données à une autre, en fait, vous ne serez pas perdu, vous aurez les mêmes instructions. Ces bases de données ont quelques variantes au niveau de la syntaxe, mais en fait, vous ne serez pas perdu, vous arriverez vite à vous retrouver lorsque vous passez de l'une à l'autre. Donc c'est quelque chose quand même de vraiment bien. La SQL permet aussi justement de bâtir une structure qui nous permettra de stocker d'une part nos données, de stocker les données comme nous les avons analysées, c'est-à-dire en évitant les redondances, en ayant un module en cinquième forme normale, en gérant la cohérence de la base de données, c'est ce qu'on avait déjà vu, qu'est-ce qui se passe en cas de suppression d'une ligne. Si par exemple, je reprends l'exemple d'un roman par exemple qui est dans une série, je prends par exemple la série Seigneur des Anneaux contient 3 romans. Si jamais je supprime la série dans ma base de données, si je supprime le Seigneur des Anneaux, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec les romans? Est-ce que les romans deviennent indépendants ou est-ce que les romans sont supprimés également, puisqu'on veut peut-être se dire que si je supprime la série, eh bien les romans n'ont plus lieu d'être dans mon système de gestion. Et bien toutes ces règles en fait vont pouvoir être mises en place dans MySQL. Il y a aussi la possibilité de faire des triggers, donc c'est pour ceux qui ont déjà fait de la programmation événementielle, qui ont déjà écrit des fonctions qui se lancent lorsque une page est ouverte, lorsqu'une page se ferme, lorsqu'un bouton est cliqué. Les triggers sous MySQL peuvent être assimilés à petit peu près à ça. C'est-à-dire que c'est une vérification qui peut être faite, un certain nombre de commandes qui peuvent être lancées lorsqu'une donnée est insérée, lorsqu'une donnée est supprimée, lorsqu'une donnée est mise à jour, et donc ça permet de faire encore une fois un contrôle supplémentaire sur les données. Le SQL est un langage aussi qui est proche de l'anglais, ce qui est proche finalement du langage naturel, même si nous, on est francophone, c'est toujours plus facile de parler sur une base de quelque chose qui ressemble à de l'anglais que quelque chose qui ressemble vraiment à du binaire, qui serait vraiment le langage le proche de la machine. Donc là, encore une fois, on a essayé de se rapprocher avec le SQL la plupart du temps du langage humain. Alors sur un langage humain plutôt primitif, plutôt homme de Cro-Magnon, genre toi créer table avec ça, ça, ça et ça, merci. Non, même pas merci, c'est juste Cro-Magnon fait ça et voilà. Et pourquoi MySQL dans notre démonstration? Et MySQL a un autre gros avantage, c'est qu'il est gratuit. Par rapport aux autres bases de données, comme peuvent l'être Oracle par exemple, qui a un coût de licence, MySQL est gratuit. Et donc pour apprendre le SQL, c'est sûrement la meilleure solution, puisqu'en fait, vous pouvez avoir à votre disposition tous les outils, vous pouvez installer MySQL. MySQL met aussi à disposition des logiciels qui vous permettent d'accéder à des bases, de créer un système de requêtage, d'enregistrer vos fichiers, et ainsi de suite. Donc on a quelque chose de complet pour commencer la base de données. Donc MySQL est un outil formidable pour apprendre le SQL. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer comment est-ce qu'on installe SQL. Je mettrai tous les liens en description. On peut commencer par aller sur le site officiel de MySQL où il y a la page des downloads. Donc sur la page des downloads, moi je suis sous Windows, mais vous retrouverez bien entendu toute la possibilité d'installer ce système également sur Linux, sur macOS ou sur toutes les distributions Linux qui existent. Puisque de toute façon MySQL est un logiciel gratuit et vraiment multiplateforme. Donc vous retrouverez
sur cette page, que je mettrai en description, tous les liens vers la distribution qui ira avec votre système d'exploitation. En ce qui me concerne, donc moi j'ai un Windows 64 bits, donc je vais passer ici, je vais passer par l'installeur, donc c'est un programme qui s'exécute lui-même, programme MSI. Je vais passer par celui-là parce que c'est l'installation la plus simple. Je vais aller à la page de download qui est ici, et je vais récupérer la version MSI installeur qui est complète, donc prendre le bouton download. Je vais prendre la version qui fait 405 mégas et la télécharger. Donc je ne vais pas le faire devant vous ici, je l'ai déjà préparé. Évidemment, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un petit fichier auto-exécutable qui va s'appeler MySQL Installer Community et de la version. Si vous le téléchargez plus tard, que vous regardez cette vidéo dans le futur, il se peut évidemment que la version soit un petit peu plus évoluée. Qu'est-ce qui va se passer en cliquant dessus? Eh bien, l'installation va se lancer sur mon ordinateur. Ici, je clique oui. On va bien sûr avoir un petit temps de lancement et l'installeur va se lancer. Il me demande plusieurs setups. Moi, en tant que développeur, je vais installer la version par défaut, la version développeur, qui va me donner le maximum d'outils possible. Si jamais vous avez un problème de place, ou que vous connaissez déjà un petit peu les outils dont vous aurez besoin, vous pouvez passer par la version custom, qui elle, en fait, va vous permettre de sélectionner les paquets par paquet. Moi, je vais utiliser la version par défaut, c'est ce qui est le plus simple, et je suis sûr que j'aurai tous les outils pour mon développement. Ici, il va me proposer le produit à installer. Donc, pour les architectures, 64 bits, pas de souci, donc moi je l'installe. Il me dit effectivement que mon fichier existait déjà, parce qu'effectivement je l'ai désinstallé pour vous montrer comment l'installer dans cette vidéo. Donc je vais l'installer. Il me dit qu'il y a un requérement sur Visual Studio version, ça je vais le mettre aussi en description, où est-ce qu'on peut rechercher tous ces fichiers qui manquent. Et je vais exécuter l'installation. Et vous voyez que l'installation démarre sans souci. Donc pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il va m'installer là-dedans, il va m'installer bien entendu le serveur MySQL qui va me permettre de gérer ma base de données. Il va me gérer MySQL Workbench qui est en fait une application qui va nous permettre, vous allez le voir, je vais utiliser Workbench pour écrire les requêtes, pour créer les tables, pour sélectionner dans les tables, pour gérer les schémas, ce genre de choses, faire les liens avec les bases de données. Je vais utiliser Workbench. Là également, pour accéder à une base de données, il y a énormément d'outils disponibles. Moi, je vous propose une présentation avec Workbench, mais n'hésitez pas à prendre un outil avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Je ne sais pas, il en existe plein, il en existe Todd par exemple, il existe vraiment d'autres choses. PHP, même MyAdmin, même le fait aussi. Donc là, on pourra passer par là. Moi, je vous montrerai Workbench. Donc ensuite, il y a plein d'outils qu'il va installer pour utiliser MySQL dans le shell, c'est-à-dire dans l'invite de commande. Il va installer les connecteurs ODBC, ce qui va permettre en fait de créer des sources ODBC, puis de pouvoir y accéder à partir de nos programmes. Ça, c'est ce qu'on verra probablement dans une vidéo où on essaiera d'interfacer un langage de programmation avec des bases de données MySQL. Je pense qu'on fera avec Python, parce qu'en ce moment, c'est le langage qui me plaît beaucoup. Et puis, en fait, on voit aussi qu'il va mettre pas mal de choses qui va permettre de faire des liens avec des langages de programmation comme C++, Python, .NET. Il va installer naturellement également la documentation. Donc vous aurez vraiment un environnement complet pour démarrer. Donc vous aurez pratiquement besoin de rien d'autre. Chez moi, par exemple, aussi, j'ai installé tous les prérequis déjà. Donc en fait, MySQL ne pose pas de problème au moment de l'installation. Si je prends la doc officielle de MySQL, il y a quelques prérequis quand même qu'il faut avoir pour installer MySQL, que vous retrouvez dans la documentation officielle. Il faudra le framework Microsoft.NET. Donc là, il y a une version 4.5 qui est spécifiée. Enfin, je suppose que c'est la version minimum. Si vous prenez les versions d'après, je suppose que ça fonctionne aussi. Vous avez le Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2019. Ça aussi, ce sont peut-être des choses qu'on vous demandera d'installer. À chaque fois, dans le petit tableau que je vous ai montré avant, chaque composant va vous dire quel est le prérequis pour être installé. Et en fait, ces différents composants, vous allez les retrouver, je vais vous les mettre aussi en lien. Là, vous avez par exemple pour Visual Studio 2019, donc les dernières versions que vous pouvez télécharger. Et vous avez également sous les sites de support Microsoft, vous avez également
ici à télécharger le framework .NET de Microsoft. Donc là, si jamais il vous manque des composants, n'hésitez pas, on passera par là. Je vous mettrai tout ça en lien. Donc si jamais il vous manque quelque chose, vous pourrez aller directement chercher ce qui vous manque. Et puis, on pourra passer à la suite. Je vais couper la vidéo ici en attendant que l'installation se termine. Et puis, on se revoit tout de suite après. Voilà, donc l'installation s'est terminée. On voit que tout s'est bien terminé, tous les points sont verts, tous les statuts sont complets. Ok, on peut passer à la suite. Ça va être pour la configuration des produits maintenant. Donc, qu'est-ce que je vais avoir comme configuration? Je vais utiliser, en ce qui me concerne, un ordinateur de développement, puisque ce qui m'intéresse, c'est de faire du développement. Vous voyez qu'on peut aussi créer des serveurs ou ce genre de choses, qui sont des fonctions un petit peu plus avancées. Il va utiliser quelles sont les options de connectivité. Donc, il va utiliser le protocole TCP/IP. Donc, il va utiliser le port par défaut 3306, et ainsi de suite. Ça, il va le paramétrer lui-même, vous n'avez rien à changer. Puis, je vais passer à Next. Il va me demander un mot de passe cette fois-ci, qui va être le mot de passe root. Qu'est-ce que c'est que le mot de passe root? Si vous avez déjà fait de l'administration système, sous Unix ou sous Windows, vous savez que root, en fait, est l'administrateur du système d'exploitation. Eh bien, en base de données, c'est pareil, il faudra avoir un administrateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir tous les droits. En fait, il va falloir un administrateur pour pouvoir créer les autres utilisateurs. Donc, ça se fait directement dans l'installation, et vous aurez à rentrer le mot de passe de l'administrateur. Donc, retenez bien ce mot de passe, puisqu'il va vous être demandé assez souvent, puisque toutes les tâches, au départ, vous allez les créer en termes d'administrateur. Donc là, j'ai rentré mon mot de passe, je l'ai vérifié en tapant exactement le même. Je vais passer au suivant. Là, cette fois-ci, il installe encore les services Windows. Donc là, on va passer. Et cette fois-ci, il va appliquer la configuration à tout ce qu'il a installé. Donc ce qu'on a vu, les protocoles de réseau et le mot de passe. Il va commencer à les attribuer à tous les systèmes et il va démarrer notre serveur SQL, MySQL, avec les différentes configurations qu'on a mis dedans. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va nous permettre aussi de voir que, vous allez voir que, comme dans les systèmes d'exploitation, en fait, quand vous êtes administrateur, vous avez tous les droits. C'est-à-dire que vous avez tous les droits de création, mais vous avez aussi tous les droits de suppression. Et comme les administrateurs système le font assez souvent, il se crée souvent un utilisateur qui a moins de droits, justement pour pouvoir avoir des limites dans ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent, par exemple, vous ne pouvez pas supprimer une arborescence complète, ou vous ne pouvez pas faire quelque chose comme ça, quelque chose qui serait irréversible pour le système d'exploitation. Et bien, pour la base de données, c'est une bonne chose, effectivement, aussi pour l'administrateur de se créer un deuxième compte avec un petit peu moins de droits, pour éviter justement la catastrophe. De toute façon, il y aura d'autres utilisateurs à créer, puisque la notion d'utilisateur, elle est exactement la même que dans les systèmes d'exploitation. Chaque utilisateur aura des droits différents, des accès différents, et certains utilisateurs pourront par exemple accéder à certaines données que en lecture, c'est-à-dire qu'ils ne pourront que lire ce qu'il y a dans les tables et ne pas écrire dedans, d'autres pourront modifier et lire et ce genre de choses, et tout ça va se faire dans une gestion des utilisateurs qui est finalement très proche de l'utilisateur du système d'exploitation. Donc là, il a mis la configuration à jour, tout est terminé. Je clique sur fin. Ok, donc là, je termine l'installation. Est-ce qu'il faudrait que je teste le mot de passe root? On fait un check du mot de passe root pour voir effectivement si vous l'avez bien mémorisé. On continue de lancer les différentes, cette fois-ci c'est pour voir si la connexion serveur fonctionne. Donc c'est le serveur MySQL en fait qui va se mettre en place sur votre ordinateur. Et c'est à ce serveur-là que vous allez vous connecter à chaque fois que vous allez créer une base de données. Donc là encore, il va appliquer la configuration que vous lui avez mis en place. Et on va arriver tout doucement sur la fin de cette installation. Et la fin de cette installation veut dire aussi que nous allons pouvoir lancer Workbench. Voilà,
Donc là, il a fini le serveur. On va installer tout ça. On a terminé. Et donc, on a le shell qui se lance. Donc, en fait, c'est chacun des produits que nous avons vus plus haut qui, finalement, est installé. Le serveur SQL d'un côté, le serveur shell, et ce genre de choses. Voilà. Donc, le programme s'arrête ici. Il me propose une invite shell où je pourrais commencer directement à faire du MySQL. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Ce qui m'intéresse un peu plus, c'est d'utiliser Workbench. Donc, vous pouvez directement le chercher ici. Donc, Work, W-O-R-K, Bench, B-E-N-C-H, et vous avez MySQL Workbench 8 que vous pouvez ouvrir. Donc, à quoi ressemble le MySQL Workbench? Eh bien, c'est la première chose, c'est qu'il va vous donner accès à toutes vos bases de données dans un premier temps. Donc, il appelle ça MySQL Connection, c'est toutes les connexions à vos différentes bases de données. Ce qui va être intéressant dans notre cas, c'est déjà de créer une nouvelle base de données et voir comment établir une nouvelle connexion. Donc pour cela, je pars là où il a écrit MySQL Connection, j'appuie sur le plus qui est juste à côté, et une fenêtre va s'ouvrir et va vous demander quel est le nom de votre nouvelle base de données. Je veux par exemple gérer ma bibliothèque. Je propose donc que ma nouvelle connexion s'appelle bibliothèque. L'utilisateur, pour l'instant, je laisse root. C'est pas forcément une bonne chose de laisser root en tant que connexion de la base de données, mais pour l'instant, je ne voudrais pas commencer cette première vidéo en vous expliquant comment créer des utilisateurs. Donc pour l'instant, on va laisser root. Le schéma par défaut, nous allons le voir après comment ça va se passer. On va tester la connexion. Donc ici, il vous dit qu'il essaye de se connecter à MySQL avec le user root et il attend le password correspondant. C'est le password que j'ai rentré tout à l'heure quand il me l'a demandé. Il me dit OK, successfully made the MySQL connection. Ça veut dire que la connexion a été bien établie. Il est bien arrivé à se connecter à cette nouvelle base de données avec l'utilisateur root et le mot de passe que nous avons entré. OK, très bien. À partir du moment où je valide, vous avez vu que bibliothèque s'est rajouté à la liste de mes connexions. Si je clique dessus, comme je viens de me connecter, en fait, il ne me demande plus le mot de passe. Mais si jamais je referme ça et que je reclique dessus, vous allez voir qu'à chaque fois que vous cliquez sur votre connexion, en fait, il va vous redemander votre mot de passe. Donc, tout est à chaque fois sécurisé. Et ça veut dire qu'à chaque fois que vous accédez à votre base de données par un programme, vous aurez aussi à spécifier naturellement le login et le mot de passe pour que le MySQL sache quel est l'utilisateur qui se connecte. Et à partir du moment où on sait quel est l'utilisateur qui se connecte, on peut aussi savoir quels sont les droits de cet utilisateur sur les données qui sont gérées par la base de données. Donc ici, je rentre mon mot de passe et j'arrive directement sur une page de query, c'est-à-dire c'est une page sur laquelle je peux pouvoir saisir mes ordres SQL. Ici sur le côté, j'ai les différents schémas qui sont déjà en place, donc les schémas système, les schémas world, qu'on n'utilisera pas, qui sont des schémas de gestion de base de données. Donc ce que moi je vais faire ici, c'est que je vais créer un schéma, donc simplement dans la page de navigation des schémas, je vais faire un clic droit et je vais faire un create schéma, pour dire je vais créer un schéma. Le schéma que je vais créer, je vais en fait créer un schéma qui va gérer mes livres. Je vais appuyer sur Apply en bas. OK. Qu'est-ce que va me présenter MySQL, enfin Workbench? Il va me présenter en fait quel est l'ordre SQL qui va être exécuté par ma demande de création de schéma. Et vous voyez que la création de schéma, en fait, c'est un create schéma de livre. C'est le nom du schéma que j'ai spécifié. Donc là, je fais Apply, Finish, et je vois en fait que mon schéma livre est apparu ici. Tout simplement. Donc, dans mon schéma, j'aurai mes tables SQL, mes vues, les procédures stockées et les différentes fonctions qui sont relatives à mon schéma. Quel est l'intérêt de faire des schémas aussi? Les schémas permettent de diviser une base de données qui gérerait plein de choses en sous-ensembles. Imaginez par exemple que vous travaillez dans une grande entreprise, et bien par exemple vous pourriez avoir un schéma qui gère la paye, vous pourriez avoir un schéma qui gère la logistique, un schéma qui gère le stock, et ainsi de suite. Et ça ferait que les données en fait du stock ne seraient que dans le schéma stock et ne se propageraient pas sur les autres schémas.
C'est une aide en plus qui va nous permettre un petit peu d'organiser notre structure quand notre système devient complexe. Donc ici, dans mon système de livres, ce que je vais regarder, donc j'ai ma connexion qui fonctionne, ça je l'ai vu. Donc ce qu'on pourrait faire déjà, c'est d'essayer de voir, on pourrait peut-être se créer une petite table, toute simple en fait, pour voir en fait juste les premiers ordres. On reviendra dessus dans les prochaines vidéos de comment créer les ordres, mais juste on va peut-être créer une petite table pour voir. On va faire un create table livre, avec pas grand chose dedans, on va juste mettre le nom pour l'instant. Juste pour vérifier que ça marche. Donc, juste create, je vais pas rentrer dans les détails parce que je referai une vidéo sur comment on va créer les tables, comment les supprimer et comment gérer leur structure. Là, juste un petit peu, on va créer une table, donc ça se fait avec l'instruction create table. Vous mettez la table que vous voulez créer, puis vous mettez tous les champs, c'est-à-dire tous les intitulés de colonnes. Qu'est-ce qui définit un livre? Il y a son nom déjà. Son nom qui est un varchar de 200, qui est en fait une structure, une chaîne de caractères sur 200. Je termine, je ferme la parenthèse pour dire que j'ai fini la description de mon livre, et je finis par un point virgule pour spécifier que la commande est terminée. Donc je fais CTRL Entrée pour l'exécuter. Et qu'est-ce qu'il me dit? Quelque chose d'assez intéressant. Donc en bas, vous voyez que vous avez toujours un descriptif des erreurs. Je vais le remonter un peu. Des erreurs. Et là, en fait, j'ai une erreur, parce qu'il me dit que la No data path selected, select the default DB to be used by double-clicking in the name schema list in the sidebar. Ça veut dire tout simplement que je vais essayer de créer une table livre, mais je ne lui ai pas dit dans quel schéma je voulais la créer. Et donc, comme je voudrais le créer dans mon schéma livre, la chose la plus aisée à faire, en fait, c'est de faire un clic droit sur le livre et de sélectionner comment ça s'appelle? Ça s'appelle Set as Default Schema. J'arrive plus à le trouver. Ah voilà, c'est le deuxième. Set as Default Schema, ça veut dire vous utilisez livre comme schéma par défaut. Et comme ça, vous allez dire, bah, tout ce que je vais taper maintenant, en fait, tu le fais dans le schéma livre. Donc c'est ce que je vais faire ici, set schema as default. Je vais faire CTRL Entrée, et cette fois-ci, vous voyez que mon ordre est passé. J'ai fait un create table. Pour l'instant, il y a 0 row affected, ça veut dire que j'ai modifié aucune des lignes, normal, puisque ma table a été créée vide. Et si je vais ici, dans livre, je vais sur table, clic droit, je fais refresh all, c'est-à-dire mettre à jour en fait l'affichage des schémas. Vous voyez que maintenant j'ai créé une table livre qui contient une seule colonne qui s'appelle nom. Ok. Donc à partir du moment où vous avez ça, eh bien vous savez que votre workbench et votre serveur MySQL sont installés correctement. Un dernier mot enfin sur les pages query en fait. Vous allez voir que là vous pouvez taper énormément de choses. On a vu, on peut créer une table, on verra dans les prochaines vidéos qu'on peut aussi les supprimer, les modifier, insérer des données, lire des choses, enfin on peut mettre plein d'ordres SQL là-dedans. Et toutes ces queries en fait peuvent être sauvegardées, donc là vous avez les save scripts, et vous pouvez les sauvegarder dans des fichiers .sql. Alors quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien en fait vous vous rendez compte que ces différents scripts peuvent contenir la structure complète de votre base de données. Vous pourriez avoir par exemple tout un document ici, avec tous les create tables de chacune de vos bases de données, et en fait, relancer ce script en entier permettrait de refaire complètement la structure de votre base de données. Et bien à partir du moment où vous pouvez l'exporter et faire un fichier .sql, c'est-à-dire que ce fichier .sql, vous pouvez le mettre dans un outil de versionning, comme Git ou Subversion par exemple. Et donc, vous pouvez suivre l'évolution de votre base de données, comme vous pouvez voir l'évolution d'un programme. Git va vous permettre d'évaluer une version par rapport à une autre, de vous dire quels sont les changements qui ont été faits. Et si vous mettez toujours les scripts de création de votre base de données dans Git, eh bien vous pourrez voir comment votre base de données a évolué. Entre telle version et telle version, tiens, une colonne s'est ajoutée. Tiens, telle colonne a changé de version. Et ça peut vous aider également à trouver des erreurs lorsque votre programme va planter un jour. Et puis vous pourrez revenir en arrière en disant, ah bah tiens, mon programme n'a pas changé. Mais tiens, c'est ma base de données qui a changé à ce moment-là. Et en fait, là où j'avais tel type, maintenant j'ai tel type, et donc en fait, mon erreur vient probablement de là. Donc c'est quelque chose d'assez puissant à faire, d'assez bien de garder toujours une trace de votre structure au format MySQL, au format
.sql, des fichiers .sql, et ça permet aussi de conserver vos ordres. Ça permet aussi de ne pas repartir à chaque fois d'une feuille blanche. Vous pouvez avoir des ordres que vous avez stockés à droite à gauche et pouvoir les réinvoquer sur une base de données. Donc on en a fini aujourd'hui avec cette vidéo de présentation de MySQL, d'installation, et un petit peu un tour de Workbench, de créer une connexion et de voir comment cela ça fonctionne. Donc on est toujours encore au début de ce qu'on veut faire. Les prochaines étapes maintenant, ça va être de créer vraiment une base de données avec les différents éléments de structure, les différents éléments de langage. Là on a déjà vu le create rapidement, mais on va voir que cette instruction create de création de table en fait a énormément d'options, énormément de façons différentes d'être écrite selon ce qu'on veut faire. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Donc il y aura une vidéo consacrée aux structures de base de données, il y aura une vidéo consacrée aux manipulations des données dans la table, comment est-ce que je fais pour stocker des informations dans ma table, comment je fais pour les récupérer, comment je fais pour sélectionner uniquement les informations que je veux. Et il y aura probablement une vidéo sur l'optimisation des bases de données, en passant notamment par les index, pour voir comment tout cela se passe. Donc je vous laisse maintenant avec une installation de MySQL qui fonctionne, j'espère qu'elle fonctionne aussi chez vous, et je vous dis à très bientôt pour voir la suite, comment créer notre première table et comment manipuler les données qu'elle contient. À bientôt!